Cette émission de Poussière d'étoiles est rendue possible grâce à la collaboration de Méga Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission de Poussière d'étoiles consacrée à l'observation du ciel. Pour nous en parler, nous avons encore une fois notre invité, M. Claude Fortin de la région de Beaupré au Québec. Allô Claude, bienvenue à l'émission. Salut Patrick, bonjour tout le monde. Alors, on va parler de l'observation du ciel. Normalement, les puissances qu'on utilise, c'est 50, 75, 100 fois pour des très bons appareils. Fait que les petits télescopes qu'on retrouve dans le commerce à 400 fois, c'est vraiment juste pour vous impressionner. C'est marqué sur la boîte 400 fois. Question marketing. Marketing, c'est ça, marketing, parce que jamais on fera 400 fois avec ça. C'est un trépied qui n'est pas solide. Non, c'est plutôt... vraiment, les puissances utilisées, normalement, c'est 50 à 100 fois. Peut-être 200 si vous avez un bon appareil stable, avec un bon trépied. On peut aller jusqu'à 200 fois. Parce qu'il y a une différence entre lunettes et télescope, parce que dans les commerces, quand on se procure un instrument d'observation, la plupart du temps, dans les magasins de grande surface, ce sont des lunettes d'astronomie, contrairement au télescope. C'est pas vraiment la même chose. C'est ça. C'est ça. Il y a deux types d'appareils courants. C'est le télescope, comme tu disais, et la lunette. Le télescope, ce qu'on appelle un télescope, c'est qu'il y a un miroir à l'intérieur du tube. Il y a un miroir qui reçoit la lumière et qui la concentre sur un oculaire sur laquelle on porte l'œil pour voir l'image. Une lunette, il n'y a aucun miroir là-dedans. C'est un ensemble de lentilles. Ah, voilà, c'est qu'on voit au travers d'un paquet de lentilles, finalement, c'est ça. Puis si vous voulez avoir une lunette de très, très bonne qualité, ça prend des verres spéciaux traités, des lunettes qu'on appelle apochromatiques. Là, c'est très, très dispendieux. Une lunette de bonne qualité, c'est très, très cher. Les lunettes que vous retrouvez dans les grandes surfaces, c'est sûr que c'est du bas de gamme, là. Puis, même si c'est marqué 400 fois, puis sur la boîte, vous allez avoir de belles photos de galaxies, de nébuleuses, des planètes détaillées. C'est de la publicité, c'est pas ça que vous allez voir avec ça. Justement, c'est ça, c'est qu'on va parler de nébuleuses, de galaxies, d'observation du ciel. Avant d'aller plus loin et puis de parler justement des objets célestes visibles au télescope, on peut peut-être parler un petit peu, pour introduire le sujet, des objets visibles à l'œil nu, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu si on sort à l'extérieur avec un ciel resplendissant, qu'il n'y a pas de nuages? Alors, on peut peut-être voir des images là, au cours des prochaines minutes. Justement, il y a beaucoup de phénomènes intéressants, visibles sans instrument. On peut commencer par les aurores boréales. Justement, vous en avez une à l'écran. Oui, justement, ça a été un phénomène astronomique qui a été vraiment spectaculaire au cours de l'automne 2003. À la fin du mois d'octobre et au début novembre 2003, justement, il y avait eu des alertes aux aurores, d'orages magnétiques. Alors, c'était vraiment beau phénomène. La photo qu'on voit à l'écran, c'était à l'automne 2002. Il y avait eu de belles aurores. Okay. Puis nous autres, en plus, dans l'hémisphère nord, l'Amérique du Nord, le Canada, on est choyés. C'est un bel endroit pour voir des aurores. Des fois, on a des spectacles superbes, de belles couleurs, du vert, du rouge. C'est très brillant. C'est pas toujours extraordinaire, mais à certaines occasions, c'est vraiment tout un spectacle. D'ailleurs, la photo que vous avez à l'écran, c'est sensiblement ce que vous allez voir à l'œil nu. Ça devient très, très brillant, très, très brillant, avec de belles couleurs. Ça prend qu'un instrument, on s'installe à l'extérieur, puis on surveille les aurores. Il y a d'autres choses à l'œil nu qu'on peut voir. La Voie lactée. Pour la Voie lactée, la Voie lactée, c'est une bande lumineuse qui traverse le ciel. Pour l'apprécier, il faut vraiment quitter la ville. Il faut s'en aller en campagne, dans un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse. D'accord. À ce moment-là, vous allez avoir une bande traversée au zénith, une bande de lumière. Ça, quand on dit au zénith, c'est au-dessus de nous, au-dessus de notre tête. Exact. Okay. Si vous avez de la chance d'apporter une paire de jumelles avec vous, puis vous regardez cette bande avec une paire de jumelles, vous allez voir beaucoup, beaucoup d'étoiles, des milliers d'étoiles apparaître. C'est vraiment très beau à voir. Ah, c'est un beau spectacle d'étoiles. Mais la condition, c'est vraiment quitter la ville et aller dans un endroit sombre, loin de la pollution lumineuse. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a peut-être d'autres images qu'on peut voir à l'œil nu. C'est ça. D'autres choses à l'œil nu, si vous avez l'occasion d'observer une éclipse lunaire. Oui, ben oui. Ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un instrument. Vous pouvez vous installer, vous surveillez la Lune. Tranquillement, vous allez voir la zone d'ombre couvrir la Lune. Pour, à un certain moment donné, la Lune va complètement disparaître.
Mais on dit complètement, mais dans le fond, elle va devenir un peu lumineuse, elle va devenir rougeâtre ou orangée, orange brûlé. Elle va avoir un peu de lumière qui va atteindre quand même la Lune. Ça, cette lumière-là, est réfléchie par l'atmosphère de la Terre. L'atmosphère, le Soleil traverse l'atmosphère de la Terre, elle est déviée et va frapper la Lune. C'est pour ça que la Lune prend une couleur un peu orangée ou rouge. Sauf que si vous comparez aux photos, sur les photos, les éclipses de Lune, quand vous voyez une éclipse totale de Lune sur une photo, elle devient beau rouge. C'est super beau. Là. Oui, c'est ça, parce qu'on a tendance à avoir beaucoup plus de rouge dans une photographie. Voilà, mais en réalité, ça ne sera pas si rouge que ça. Mais c'est quand même très, très beau à voir. Parce qu'à l'œil nu, c'est pas vraiment visible vraiment avec le rouge. C'est ça, c'est ça. Parce que justement, c'est un phénomène qu'on a pu observer au cours du printemps 2003, au mois de mai. Puis aussi également, c'était visible au mois de novembre 2003. Il y a eu 2 éclipses lunaires justement qu'on a pu observer. C'était un beau phénomène justement qu'on a pu regarder. C'est ça. Exactement. OK. Fait que maintenant, si vous commencez à travailler avec un télescope d'amateur, vous pouvez observer la Lune. À ce moment-là, à l'écran, vous avez une photo du cratère Tycho sur la Lune. Avec votre télescope d'amateur, vous allez voir sensiblement la même chose que ça. Autant de détails, vous allez voir les cratères comme faux, les mers. Sauf qu'il va y avoir de la turbulence. Sur photo, c'est sûr, c'est pas évident, mais dans la réalité, l'atmosphère bouge toujours. Il y a un mélange des couches d'air, l'air chaud, l'air froid se déplace. Ça crée une turbulence. La turbulence, c'est donner un effet de vague à votre image. On dirait que votre image est projetée comme sur de l'eau ou sur un drapeau. Puis ça bouge, ça fait des vagues. Ça, c'est la même chose pour n'importe quel objet que vous allez observer. Vous avez toujours de la turbulence. Donc, ça veut dire qu'on peut voir... C'est un des problèmes principaux d'observation. Oui, l'astronomie, c'est ça. C'est que les différentes qualités d'image peuvent varier selon les conditions atmosphériques, la transparence de l'atmosphère. C'est ça. Il y a certains soirs, la turbulence, le niveau est très bas. À ce moment-là, vous allez pouvoir observer une planète en détail. Mais il y a d'autres soirs, la planète, elle danse considérablement. Elle bouge toujours, de gauche à droite, elle monte, elle descend. Donc, il y a des remous dans l'image. Aucun détail n'est visible. Il y a beaucoup de remous. On poursuit. Nous passons aux planètes. Avec votre télescope d'amateur, vous allez pouvoir observer plusieurs planètes. À l'écran, vous avez la planète Mars. Ça, c'est une photo prise par le télescope Hubble. C'est sûr que c'est très belle photo, d'ailleurs. C'est détaillé. Très détaillé. Vous avez la calotte polaire dans le haut qui est évidente. Dans votre télescope d'amateur, ce n'est pas ça que vous allez voir. Vous allez voir plutôt ce genre d'image. Vous reconnaissez Mars, sans problème. Vous voyez les zones sombres. Dans le haut de la planète, vous avez une petite tache blanche, c'est la calotte polaire. OK. Bien sûr, cette image-là, dans le télescope, va bouger. Comme d'habitude, à cause de la turbulence qu'on parlait tout à l'heure, elle va bouger. Elle va tout le temps bouger un petit peu. À un certain moment donné, la turbulence va baisser. Oups, vous allez voir des détails apparaître. Oups, la turbulence va reprendre. Mais il faut vivre avec la turbulence. C'est toujours là. Un obstacle majeur pour l'observation, mais heureusement qui préserve la vie sur Terre. Là. Oui, mais Mars, justement, c'était vraiment... elle était vraiment intéressante à pouvoir observer durant l'été 2003. Oui, je pense qu'elle était à son plus proche par rapport à ce qu'on a... Elle était à 50 millions de kilomètres. Oui, c'était 20 millions de plus proche que normalement depuis, je sais pas, 60 ou 60 millions d'années. Monsieur le caméraman, je ne sais pas si vous avez la donnée précise. C'est à 60 000 ans, je crois, c'est ça. À tous les 60 000 ans, c'est ça, la planète semble se rapprocher, peut-être environ de 20 millions de kilomètres de plus proche. Donc, c'est une occasion pour la photographier pour les différents astronomes amateurs qui étaient... D'ailleurs, il y a un paquet de photos qui ont paru sur Internet. Il y a plusieurs amateurs qui l'ont capté avec des webcams, avec des appareils photo. Oui, l'Internet qui est un moyen de communication aujourd'hui vraiment extraordinaire. C'est ça. Autre planète intéressante, Jupiter. C'est une planète géante, elle est énorme. Même dans un télescope d'amateur, on voit, elle est vraiment grosse. C'est une grosse planète. Sur la photo qu'on a présentement, c'est pris par des professionnels. Très bien. Vous avez un petit rond, vous avez un rond noir, ça c'est l'ombre du satellite qui est à droite. Une des lunes de Jupiter. C'est ça, une des lunes de Jupiter. Jupiter a plusieurs lunes, mais pour l'amateur, il y en a 4 d'intéressants qui sont visibles. Il y en a 4, vous allez voir 4 points brillants autour de Jupiter. Ce sont les lunes de Jupiter. C'est sûr que les lunes tournent autour de Jupiter. Fait que des fois, ils peuvent être en arrière ou en avant. Fait qu'on en perd. C'est ça. Dans votre télescope d'amateur, vous allez voir quelque chose de semblable. Ah, OK. Fait qu'on peut voir certaines lunes de Jupiter avec le télescope d'amateur. Oui, vous voyez les 4 lunes. Vous voyez 2 bandes parallèles sur le globe, de la planète même de Jupiter, qui sont évidentes, sont très apparentes. Ça,
Vous allez voir ça. C'est des bandes nuageuses, je pense. C'est une des couches. C'est ça, une des... ce qu'on appelle des bandes équatoriales. Oui, c'est ça. Vous avez aussi la tache rouge. Il y a un énorme tourbillon qu'on appelle la tache rouge, que quand il est pointé dans notre direction, vous pouvez le voir avec votre télescope d'amateur. Oui, je pense. Si la température est de votre côté, c'est-à-dire une turbulence faible, voilà, vous allez voir. transparente l'atmosphère, justement. La tache rouge, je crois que c'est plusieurs fois le diamètre de la Terre. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est très gros. C'est énorme. Une autre planète intéressante, Saturne, la planète avec des anneaux. Plusieurs personnes sont fascinées par cette planète-là. C'est vrai qu'elle est belle. Okay. Vous avez un anneau qui en fait le tour, avec une petite bande sombre dans le centre de l'anneau qu'on appelle la division de Cassini. Les images qu'on a à l'écran, c'est Hubble. Là, on voit une image super détaillée. Dans votre télescope d'amateur, oui, vous voyez le globe, vous voyez l'anneau, vous percevez la division de Cassini. Si la turbulence est faible, elle va être bien visible. Sinon, ça va bouger un petit peu et il va y avoir moins de détails. Mais c'est une planète extrêmement intéressante à observer au télescope. Alors, là, c'est l'exemple qu'on voit au télescope d'amateur. Tantôt, dans l'image précédente, c'est qu'on voyait les ombrages sur la planète. Par exemple, on voyait l'anneau qui projetait une ombre sur la planète. Après ça, vous avez aussi une autre ombre à l'arrière. Donc, ça, c'est... C'est ça, près de l'anneau. C'est pas une illusion, c'est vraiment réel. C'est ça, c'est ça. Juste au-dessus de l'anneau, en avant de la planète, vous voyez une ombre sur la planète, une bande sombre. Ça, c'est l'ombre de l'anneau sur la planète. OK. Et un petit peu plus haut, vous avez une autre bande sombre qui fait le tour de la planète. Ça, c'est une bande équatoriale. C'est des bandes nuageuses. C'est ça, c'est tous des petits détails qu'il ne faut prendre la peine de l'observer. On le regarde, on essaie de découvrir des détails. Puis plus on observe, plus on découvre des choses. Par contre, au télescope d'amateur, si on ne voit pas vraiment aussi détaillé que ça. Là. On peut, oui, on peut. En certains cas, là, si on a l'atmosphère de notre côté, on peut voir de belles choses sur Saturne. C'est une planète intéressante à observer. D'autres choses que vous pouvez observer, c'est le Soleil. Le Soleil, ça prend un filtre spécial, puis ça vous permet d'avoir des taches sombres sur le Soleil, des petites taches un petit peu partout, qui se déplacent, qui se groupent, qui agrandissent, qui disparaissent. Ce sont des zones plus froides sur le Soleil. C'est quand même chaud, mais relativement plus froid que le restant. Donc, à l'écran... C'est ça que le film nous permet de voir, des petites taches. Fait qu'à l'écran, on peut voir justement des taches sombres. Donc, ce sont l'activité du Soleil lorsqu'elle est très intense. Alors, c'est responsable possiblement des aurores boréales. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça crée des orages magnétiques. Comme la photo que vous avez à l'écran, c'est exactement ça que vous allez voir avec votre télescope d'amateur. Dans un petit télescope environ de... 4 pouces, 5 pouces. 15 cm, voilà, c'est ça. Vous allez avoir quelque chose du genre. Justement, on a à l'écran, c'est une vue rapprochée d'une tache solaire. On voit des zones sombres avec une zone de pénombre autour. Puis il y a une granulation autour, on voit une granulation, il y a comme la texture, la surface du Soleil, c'est un genre de grain. Vous pouvez percevoir ça dans certains cas. Si votre mise au point est parfaite, pas trop de turbulence. Ça, j'imagine que c'est beaucoup plus gros que la Terre, j'imagine, par rapport au globe terrestre. Oui, la Terre pourrait prendre place dans une des tâches que l'on voit. Facilement. Moi, c'est immense. Voilà. L'autre photo à l'écran, ça, c'est des éruptions solaires. Okay. Ça prend un filtre spécial qui s'appelle H-alpha. C'est très rare, il n'y a pas beaucoup de monde qui en possède parce que c'est très dispendieux. Mais si vous avez la chance d'observer le Soleil avec un filtre H-alpha, vous allez avoir des éruptions solaires autour du Soleil ou en surface. Mais c'est ça, le problème, c'est que le filtre est très dispendieux. Mais ça vaut la peine. Si vous avez la chance, regardez ça. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bon, c'est terminé pour les planètes. On va aller pour ce qu'on appelle les objets du ciel profond. Les objets du ciel profond, vous avez les amas ouverts, les amas globulaires, les nébuleuses, les galaxies. Ça, c'est des objets... il y en a qui sont bien visibles au télescope, il y en a d'autres qui sont à peine visibles. Bon, on va les regarder en détail. Puis la plupart de ces objets-là, pour l'amateur, proviennent du catalogue Messier. Il y a plusieurs types de catalogues. C'est le nom du personnage, mais c'est ça. Il y a plusieurs types de catalogues pour classer les objets du ciel profond. Pour l'amateur, le catalogue Messier est le plus intéressant, parce que les objets inclus dans le catalogue Messier, il y en a 110, c'est des objets qui ont été découverts au 18e siècle. Puis à ce moment-là, les télescopes n'étaient pas très performants. Fait que ça veut dire que c'est des objets brillants. Puis s'ils sont brillants, c'est plus facile pour nous autres de les repérer avec notre télescope d'amateur. Donc, c'est un système de référence qui se donnait. C'est ça. Messier, c'est un chercheur de comètes. OK. Fait que quand il trouvait un objet nébuleux dans le ciel, il en prenait en note, il prenait ses coordonnées en note, pour que s'il revienne plus tard puis il découvre le même objet, il regarde dans son catalogue, il va dire « Ah, je l'avais déjà noté, c'est pas une comète. » Fait qu'il a formé de cette façon-là le catalogue Messier. D'accord. Et puis ça comprend tous les types d'objets, le catalogue Messier.
Il y a des... Bon, premier objet, amas ouvert. C'est un groupe d'étoiles dispersés, quand même regroupés ensemble, mais dispersés. Ils ne sont pas très concentrés. OK, c'est pour ça qu'on dit amas ouvert. C'est ça, amas ouvert, c'est ça. Fait que là, à l'écran, présentement, vous avez l'amas ouvert du hibou. Pourquoi du hibou? Parce que tout simplement, il y a la forme d'un hibou. Vous pouvez voir dans le haut, il y a deux étoiles très brillantes qui sont les yeux. En descendant à gauche et à droite, vous avez des formes d'ailes. Que ça ressemble à un hibou. On l'a appelé amas du hibou. Ça, c'est visible dans l'hémisphère nord, c'est visible dans la constellation de l'hémisphère nord, j'imagine. C'est bien ça. Puis l'image que vous avez à l'écran, dans votre télescope d'amateur, vous allez avoir exactement la même chose. C'est un regroupement d'étoiles brillantes. Fait que vous allez voir exactement ce que vous voyez à l'écran. Parce que justement, c'est que dans les revues d'astronomie, c'est qu'on voit des images différentes, des très belles photographies en couleur. Puis après ça, on arrive sur le terrain, veut dire après qu'on soit procuré un instrument d'observation, c'est qu'on est souvent déçu. On dit, bon Dieu, c'est pas comme dans les revues. Fait que là, on voit vraiment un exemple. Mais pour certains objets, c'est ça. Pour certains objets, comme les amas ouverts, c'est comme les revues. Sensiblement comme les revues. Vous ne serez pas déçus. Mais il y a d'autres objets qu'on va voir plus loin. C'est pas mal. Une grosse différence. Pas mal différent. Voilà, c'est ça. Fait que c'est les amas ouverts. Vous avez un autre amas ouvert ici, M45, les Pléiades, qu'on appelle. Là, ça, c'est une photo détaillée quand même. On voit l'amas ouvert avec une nébulosité bleutée, c'est toute la nébulosité. Avec votre télescope d'amateur, oubliez la nébulosité, vous allez voir les étoiles seulement, comme ceci. Ça, je crois que c'est visible dans la constellation des taureaux. Est-ce que c'est possible? Taureau, oui, taureau. Les Pléiades, c'est ça. C'était. Constellation à partir de l'automne, l'hiver, vous allez voir ça à l'est, un petit groupe d'étoiles bien visible. Là. Ça, c'est un amas ouvert aussi également. Oui, c'est un amas ouvert. On se servait, je crois, je me souviens bien, c'est que l'amas ouvert des Pléiades, c'était pour mesurer l'acuité chez les anciens par an. Oui, c'est ça. Plus on voyait d'étoiles, plus notre l'œil était... notre qualité visuelle était bonne. Exactement. C'est ça. Okay. On tombe amas globulaire. Vous avez présentement une photo à l'écran de M13, un autre objet messier. On appelle globulaire tout simplement parce que les étoiles sont très, très, très concentrées. Vous le voyez à l'écran, sont toutes regroupées ensemble, très serrées. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça un amas globulaire. L'amas globulaire, à votre télescope d'amateur, bel objet, très brillant, un beau noyau, semblable à la photo suivante. OK, ça va ressembler un petit peu à ça, avec votre télescope d'amateur. C'est des bels objets. C'est l'amas globulaire, là, comme M13 qu'on a à l'écran. C'est une belle objet. L'objet Messier 13, autrement dit. Quand on parle d'amas ouvert et amas globulaire, est-ce que c'est situé loin de nous, ça, ces genres d'objets célestes-là? Est-ce que c'est très loin de nous? C'est des objets qui sont dans notre galaxie. À date, tous les objets qu'on a parlé, comme au début, c'était les planètes. OK, ça fait partie de notre système solaire. OK. Notre système solaire est dans notre galaxie. Amas ouvert, amas globulaire font partie de notre galaxie. Et les objets qui s'en viennent, nébuleuses planétaires, ce sont des objets qui font partie de notre galaxie. Très bien. Mais plus loin, si on a le temps, on va parler des galaxies même. Donc, c'est situé à quelques milliers d'années-lumière, j'imagine? Oui, c'est ça. Ça fait partie de notre galaxie. 400 années-lumière, 6000 années-lumière, c'est dans notre galaxie. M45, tantôt, je me rappelle. Les Pléiades, il était 400 années-lumière. 400 années-lumière. C'est quand même près, là. C'est pas très loin. M13 qu'on a à l'écran, c'est 25 000 années-lumière. OK. Autre objet qu'on peut voir avec notre télescope d'amateur, nébuleuse. On a à l'écran présentement M17, qu'on appelle Oméga. Oui, ça a l'air d'être un beau spectacle en couleur avec un gros télescope, évidemment. Oui, avec sur photo. C'est pas la même chose. Sur photo, dans les beaucoup revues. De couleurs, beaucoup d'étoiles. C'est magnifique. Avec votre télescope d'amateur, elle est visible. OK. Mais comme ça. Ah, on perd les couleurs, par exemple. Oui, vous perdez les couleurs. L'étendue de la nébuleuse est beaucoup moins grande, faible. C'est pas du tout pareil, mais elle est visible. Elle est visible quand même. Elle est quand même là. Quand on parle de nébuleuse, c'est quoi exactement? C'est quoi au juste une nébuleuse? C'est ça, c'est de la matière, c'est des gaz qu'il y a dans l'espace, qu'il y a autour des étoiles. Les étoiles à l'intérieur de cette nébuleuse-là fait que la nébuleuse devient lumineuse. Puis souvent, c'est un endroit où il y a de nouvelles étoiles qui vont naître. Ah, c'est une pépinière d'étoiles, autrement dit. Certaines nébuleuses sont vraiment reconnues pour des pépinières d'étoiles. C'est ce qui fait les nébulosités. D'accord. OK, on passe. M42, nébuleuse d'Orion. Elle est très populaire. Tous les astronomes amateurs la connaissent. Qui fait partie de la constellation d'Orion, possiblement. C'est ça. Qui est extrêmement brillante, très étendue. Ici, c'est une photo professionnelle.
Votre télescope d'amateur est visible. Vous perdez toujours les couleurs. À date, tous les objets du ciel profond, nébuleuses, les nébuleuses galaxies, nébuleuses planétaires, il n'y a pas de couleur. Mais pourquoi est-ce qu'on perd les couleurs avec un télescope d'amateur, puis comparativement au télescope de professionnel? C'est-tu parce que c'est moins sensible, il y a moins de résolution, ça capte moins de lumière? C'est dû à quoi? C'est très peu lumineux. Fait que il y a une technique pour l'observer, si on veut voir plus de détails sur des objets faibles, c'est qu'on utilise la vision indirecte. C'est que... OK. Il ne faut pas le regarder directement, non, il faut regarder à côté un petit peu. Parce que dans le fond de votre œil, vous avez des cônes qui perçoivent la vision en couleur. Et autour de votre œil, à l'intérieur, vous avez des bâtonnets. Les bâtonnets voient en noir et blanc. Fait que si vous regardez directement la nébuleuse, elle est projetée sur vos cônes. Et les cônes sont peu sensibles, mais ils voient en couleur. Fait qu'ils ne voient pas la nébuleuse. Mais si vous regardez à côté, l'image de la nébuleuse va être projetée sur les bâtonnets. Les bâtonnets dans votre œil sont très sensibles à la lumière, mais sont en noir et blanc. Mais au moins, ça vous permet de voir la nébuleuse, mais en noir et blanc. Mais au moins, on la voit. C'est une technique que les astronomes amateurs utilisent souvent. D'accord. Ici, nous avons nébuleuse planétaire, M57, ou nébuleuse annulaire, à cause de sa forme d'anneau ou de beigne. Ça, c'est visible dans quelle constellation déjà, celle-là? La Lyre. Parce que c'est une des nébuleuses qu'on peut voir facilement quand on commence à faire l'astronomie. C'est une des nébuleuses qu'on commence à découvrir au début, je pense. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, à l'écran, c'est une photo de professionnel. On voit très bien. Okay. Avec votre télescope d'amateur, vous allez voir la même chose. Un anneau, un petit beigne. Vous ne voyez pas l'étoile centrale, elle est trop faible. Vous ne voyez pas la couleur non plus. Mais votre évident, vous voyez un beau petit rond de fumée. Ça ressemble à un petit rond de fumée, comme certaines personnes font avec leurs cigarettes. Là. C'est beau. Ça, c'est dû à quoi, ça, ce genre de nébuleuse planétaire? Ça a été provoqué par quel phénomène? C'est ça. C'est l'étoile centrale qui a expulsé ses couches extérieures. OK. Puis tranquillement, ces couches extérieures s'éloignent de l'étoile, s'éloignent des étoiles. Puis ça fait comme un ballon, si on peut le dire. Une supernova? Non, c'est différent un petit peu. OK, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est ça, sa forme, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi nébuleuse planétaire. Parce que si on la regarde avec une faible puissance, on voit un petit rond, un genre de... Ça ressemble à une planète un peu. Mais si on voit en détail, en gros, avec beaucoup de puissance, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. C'est des objets... il y en a plusieurs de nébuleuses planétaires. Il y a certaines nébuleuses planétaires où vous allez voir de la couleur, c'est vrai. Il y en a qui sont extrêmement brillantes. Fait qu'on perçoit de la couleur, une petite couleur verdâtre sur certaines. Autrement dit, c'est un genre de nuage qui était autour de l'étoile, puis qui s'étend lentement. Il est quand même ionisé par le phénomène de l'étoile, par la brillance de l'étoile. Oui, c'est ça, exactement. À l'écran, on a un M27, un autre nébuleuse planétaire, et c'est tout en couleur, du rouge, du vert, qui est merveilleux, c'est fantastique. Encore une fois, c'est une nébuleuse planétaire, ça aussi? Oui, aussi. Votre télescope d'amateur, même chose. On perd les couleurs. Pas de couleur. Encore une fois. C'est ça, vous voyez, moins de détails, beaucoup plus petit. Mais M27, c'est super beau télescope. Même on dit qu'il n'y a pas de couleur, mais c'est pas... Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. C'est très, très beau, c'est spectaculaire. Ouais. Parce que sur Internet, on voit souvent des photos de nébuleuses comme ça, qu'on peut voir présentement à l'écran. C'est qu'on voit souvent, même si c'est pris par des amateurs, on voit souvent des couleurs. Est-ce que c'est les vraies couleurs? Parce qu'on voit quand même des couleurs dans les photos d'amateurs. Oui, OK, mais là, vous parlez de photos. On parle pas... Photographie numérique prise par des amateurs. Oui, OK, photo numérique ou argentique. De toute façon, c'est une photo. Puis une photo, ça accumule la lumière. C'est des expositions très longues qui accumulent la lumière. Ça nous permet d'aller chercher la couleur. Tantôt, quand on parlait à noir et blanc, c'est à l'œil nu. C'est à l'œil. OK. C'est à l'œil. Parfait. C'est une photo, c'est pas la même chose. La couleur, voilà, mais même une photo d'amateur peut aller chercher la couleur. Et comme il y a raison, il y a certaines personnes qui modifient aujourd'hui, c'est facile de modifier une photo. OK, parce que c'est traité numériquement. On peut rajouter de la couleur ou amplifier le rouge, des choses comme ça. Mais au télescope, c'est ça, on perd les couleurs, évidemment. Non, c'est ça. Okay. Comme à l'écran, on a quelque chose qui est complètement différent sur photo et à l'oculaire. C'est nébuleuse planétaire de l'Esquimau. La photo que vous avez à l'écran, c'est pris par Hubble. Super photo, beaucoup de détails, c'est vraiment très bien. Mais dans votre télescope, vous allez voir un petit point blanc, là, il y a vraiment une brillant différence. avec un petit contour nébuleux. C'est le même objet, mais c'est sûr, vu avec votre télescope d'amateur à l'œil. C'est complètement différent. Très bien. M51, on tombe dans les galaxies. D'autres choses qui est très différent à l'oculaire que sur photo. Ici, sur la photo, vous voyez M51 avec les bras spiraux, avec plein d'étoiles
plein de nébulosité, c'est super beau. Ça, je crois que c'est visible dans la Grande Ourse, cette galaxie-là, je pense. Oui, c'est très près de la Grande Ourse. Je ne sais pas si c'est exactement dans la Grande Ourse, mais c'est tout près. C'est tout près, je pense qu'il y a la Grande Ourse, même, c'est dans M51. Exactement, oui. Si on va avec le télescope d'amateur, vous percevez les deux noyaux. Deux noyaux nébuleux. Si vous êtes chanceux avec un bon télescope, puis vous allez regarder en vision indirecte, vous allez percevoir peut-être une apparence de bras spiraux qui va un peu se dessiner, mais à peine. Les galaxies, c'est vraiment pas l'objet pour débuter. Parce que si vous vous fiez aux photos, si vous allez voir à l'oculaire, c'est complètement différent. Normalement, vous voyez les noyaux, point final. Pas d'autre chose. M31, super galaxie, c'est la galaxie d'Andromède. Énorme galaxie. Galaxie jumelle à la Voie lactée, j'imagine. Oui, dans notre groupe de galaxies. Ici, on a une photo, on voit le noyau avec les spirales autour, c'est super beau. D'accord. Votre télescope d'amateur, on voit simplement le noyau avec une petite nébulosité autour. Mais M31 au télescope, même s'il n'y a pas toutes les couleurs, là, super beau. C'est vraiment, il ne faut pas la manquer. C'est vraiment très, très, très beau. C'est une belle galaxie. Ça, c'est visible près du carré de Pégase. En automne, je pense, c'est facilement repéré dans le ciel. Oui. La constellation d'Andromède qui est près de Pégase, je pense. Même à l'œil nu, on peut la voir. Si vous allez dans un coin sombre, vous regardez un peu en vision indirecte, vous voyez quelque chose briller, là, mais sans vraiment la une petite étoile très floue. Vous voyez quelque chose de flou. C'est M31. M31, ça ne paraît pas, mais son diamètre apparent, il est 3 fois celui de la Lune. C'est énorme. C'est énorme, mais je parle de dimensions apparentes, je ne parle pas de vraies dimensions, parce que c'est une galaxie. D'accord. C'est une galaxie. Galaxie, je pense, si on prend la définition de galaxie, c'est un énorme îlot d'étoiles qui contient des... C'est un îlot qui contient des milliards d'étoiles, je me souviens bien. C'est ça. Au début des années 1900, on pensait que notre galaxie, c'était l'univers. Puis là, en regardant plus loin, on s'est aperçu que les objets nébuleux qu'on voyait, c'était d'autres galaxies. Fait que là, on venait d'étendre les dimensions de l'univers. Quand on regarde une autre galaxie, il faut vraiment comprendre qu'on regarde quelque chose d'énorme. On regarde quasiment un autre monde. C'est quelque chose, une galaxie. Fait que c'est à peu près les objets qu'on peut voir. Là, je pense qu'on a fait le tour des objets qu'on peut voir avec notre télescope d'amateur. Il y a des objets qui sont moins intéressants parce qu'il n'y a pas de couleur, peu brillante, mais c'est pas grave. Commencez par les objets brillants, les amas ouverts, les amas globulaires, les planètes spectaculaires. Saturne, vous allez adorer voir Saturne au télescope. Comme de raison, c'est la première chose que vous allez... le premier objet que vous allez observer, c'est sûrement la Lune. D'accord. Vous allez voir les cratères, les montagnes. Oui, c'est commencer par quelque chose de facile, avec la Lune, par exemple. Les objets célestes les plus brillants, c'est ça. Si vous commencez... Par la suite, on va plus loin. Si vous commencez avec une galaxie, vous allez être... oups, c'est ça qu'on voit. Mais il faut commencer par des objets intéressants, brillants. Voilà, avec un bon cherche-étoile, puis évidemment, entouré un petit peu d'une bonne gang d'astronomes amateurs, de maniaques d'astronomes. Vous documentez, voilà. C'est ça. Il y a un club d'astronomie, etc. Alors, Claude, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et espérons de se rencontrer au cours des prochaines chroniques. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Cette émission de Poussière d'étoiles est rendue